Bonjour à vous et bienvenue. On n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Alors je suis aujourd'hui en direct avec une jeune femme qui s'appelle Lucie. Elle est en fait en études d'ingénierie en aérospatiale et elle a vécu des expériences de simulation de vie sur Mars. Comme à mon habitude sur Women on Tour, je suis partie à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Alors je vous présente Lucie Poulet. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Bonjour Marie-France, ça va très bien, merci. Merci à Merci de me toi. recevoir. C'est ce que j'allais dire, merci à toi d'avoir accepté cet entretien, venir nous parler un peu de ton parcours, de ton métier qui est complètement atypique. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous ont rejoints pour cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots un petit peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, actuellement, je suis doctorante à Clermont-Ferrand. Donc, doctorante, c'est-à-dire que je prépare Ouais. une thèse de doctorat, et ça dure 3 ans. J'y suis depuis 2 ans, donc j'entame ma troisième année. Mhm. Et je travaille sur la croissance des plantes dans l'espace. Et avant ça, j'ai fait des études d'ingénierie. Donc, comme tu l'as dit au début, je suis ingénieure en aérospatiale. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est le vol habité, la vie des astronautes dans l'espace. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse aux manières dont on peut nourrir les astronautes. Donc, Mm. typiquement, c'est des plantes. Alors, ce que tu ne dis pas, et je vais donc le mentionner, c'est que tu as vécu deux expériences incroyables, à la fois à Hawaï et aux États-Unis, d'expériences de simulation de vie sur Mars. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, j'avais pas mentionné ces missions. J'ai participé à 3 simulations en 2014 et en 2015. 2 simulations se sont passées dans le désert de l'Utah Mhm. et étaient des simulations assez courtes, de 15 jours. Et puis, il y a eu une simulation plus longue de 4 mois qui s'est faite donc à Hawaï, et celle-ci était financée par la NASA. Donc, le processus de sélection était un petit peu différent. Là, on était sélectionné pour une étude psychologique. On était finalement des cobayes d'une équipe de psychologues mandatés par la NASA. Mandaté par la Et NASA. Mhm. voilà. Donc, ce qu'ils veulent étudier, c'est les performances et la cohésion d'équipes qui sont en isolement comme ça pendant plusieurs mois, et voir comment ça évolue, quelles sont les dynamiques de groupe qui se développent, et, euh, et vraiment voir à quel point la cohésion du groupe change, et comment ça influe sur les performances de l'équipe, parce que finalement, c'est ça qui les intéresse. Est-ce que une équipe d'astronautes, après plusieurs mois, sera toujours aussi performante qu'elle était au Mhm. début? Et donc Et l'idée, c'est que d'ici 2030-2040, il sera possible d'envoyer des hommes sur la planète Mars. C'est un peu ça l'idée ou pas? oui, l'idée c'est ça. Donc finalement, les missions analogues, comme on les appelle, c'est une manière de tester la psychologie des équipages à moindre coût. Parce que par rapport à tous les tests qu'on fait dans le spatial, finalement, une mission comme ça, c'est une mission à moindre coût. Et pourtant, ça représente une donnée très importante des missions. Parce que si on a Mm. euh, tout le matériel, toutes les technologies pour la mission, que tout fonctionne bien, mais qu'on a mal sélectionner les personnes qu'on envoie, et que des gens pètent les plombs sur place, ça peut pas marcher. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler du coup, quels sont les critères de sélection pour participer à un tel programme, au-delà du fait que tu dois avoir la compétence technique, intellectuelle, etc. Moi, le processus de sélection qu'il y a eu pour ma mission, c'est qu'on s'est tous appelés 2 à 2 par Skype, et qu'à partir de là, ils ont composé les équipes. Parce que donc on s'appelait, on écrivait un rapport sur l'appel avec des questions spécifiques qu'on avait à se poser. Et à partir de là, ils ont vu qui avait le plus d'affinité, qui allait mieux travailler avec qui, et ils ont composé les équipes de cette manière-là. Et pour les missions d'après, par contre, la mission de 8 mois, la mission de 12 mois, il y avait enfin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont emmenés en rando pendant plusieurs jours d'affilée, un peu en mode survie, et comme ça, ils ont pu savoir sur 9 personnes qui étaient les 6 qui allaient le mieux s'entendre. D'accord. Ouais, voilà. Donc ça, c'est bon, c'est le processus de sélection. Et en plus de ça, on avait un certificat médical classe 2 à passer. Et ça, c'est les certificats médicaux qui sont demandés quand on est pilote de tourisme, d'avion de tourisme.
Après, les qualités en elles-mêmes, enfin, ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui soient capables de vivre avec 6 personnes dans un environnement confiné, parce qu'on avait 120 mètres carrés pour 6, pendant 4 mois, dans un environnement qui peut être stressant parfois, et on ne peut pas quitter, parce que comme on simulait une mission sur Mars, on n'avait pas le droit de sortir sans combinaison spatiale à l'extérieur, et on avait des communications très limitées avec l'extérieur, des communications qui se faisaient uniquement par email, avec 40 minutes de latence. Donc pas de Skype, pas de chat, pas de téléphone. Donc c'est vrai que la pression qu'on peut parfois faire descendre juste en passant un coup de fil à son ou sa meilleure amie ou à ses parents, sa famille, n'importe qui, là c'était pas possible. On écrit un mail ou alors on va dans sa chambre, on attend que ça passe. Voilà. Et après, bien sûr, avec des contraintes en énergie et en eau qui étaient assez fortes. On avait des panneaux solaires qui nous alimentaient, donc les jours où il faisait moins beau, on avait moins d'électricité, donc ça avait pas mal de répercussions sur la vie. Et puis au niveau de l'eau, on avait 8 minutes maximum par personne par semaine pour se doucher. C'est une passion pour toi d'être donc dans cet univers aérospatial. C'est né à quel âge? C'est venu comment cette passion? Alors, en fait, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup mal à répondre parce que je sais pas quand c'est apparu. Pour moi, ça a toujours été là. Après, il y a des... attends, je vais prendre un livre. Il y a un livre qui m'a marqué, que j'ai ici. Hop. Voilà. Donc, quand j'étais petite, j'ai lu Le Petit Lion Astronaute. Ah, Le Petit Lion Astronaute. De la bibliothèque Rose, qui était un livre de ma maman, qu'elle m'avait passé. Donc c'est un livre vraiment pour les enfants, c'est écrit très gros. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, et je pense pas, enfin, je pense qu'à l'époque j'étais déjà très attirée par tout ce qui était spatial, mais ce livre a peut-être contribué un peu plus à m'ouvrir l'esprit et à me dire, ah mais astronaute en fait c'est un métier, ça existe. Voilà, parce que quand on est petit, on ne sait pas forcément, voilà. Mais j'avais toujours cette passion je me posais dehors l'été, je regardais le ciel et enfin les étoiles, ça m'a toujours passionnée, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et à quel âge t'as commencé à dire autour de toi, je veux être astronaute? Ah, mais dès le CP en fait, parce que dès le CP on nous demandait et vous, plus tard vous voulez faire quoi? Et j'ai toujours répondu astronaute. Enfin, quand j'étais petite, je répondais pas qu'astronaute, j'ai astronaute, archéologue, écrivain. Donc ça faisait beaucoup. On m'avait dit non mais oui, mais il faudra peut-être choisir à un moment donné. Mais non, moi je peux faire les trois. Mais voilà. Après, voilà, archéologue, finalement, c'est un peu estompé. Ça m'intéressait toujours. Mais astronaute, je trouvais ça beaucoup plus fun comme exploration. Et puis écrivain, c'est un truc en soi et c'est. Voilà, c'est une continuité de toute façon quand on vit des choses extraordinaires et atypiques. Souvent, on a envie de partager, on a envie d'extérioriser, on a envie de s'épancher un petit peu, donc c'est une suite logique après l'écriture. Oui, l'écriture, mais dans mon cas, j'ai pas le talent pour être juste écrivain. Je pourrais pas, enfin, j'ai pas cette capacité créatrice que les auteurs ont. Donc, voilà. Mais du coup, astronaute est resté et oui, enfin. Je pense même au CP, je me souviens qu'on m'avait demandé que j'avais répondu, mais je pense que dès la maternelle, j'étais déjà oui, très précoce. Fascinée par ça. Et j'ai vu donc une vidéo TED où tu interviens et où tu racontes que on te regardait avec des grands yeux et que tu subissais un petit peu les railleries des professeurs, des adultes, des autres élèves. Est-ce que tu peux raconter un peu cette période et du coup, comment tu as fait pour te protéger par rapport à tout ça? Parce que je sais que tu as mis une stratégie en place. Oui, c'est vrai que quand on est en primaire, ça passe encore de dire qu'on va être astronaute. Mais quand on arrive au collège, ça fait déjà plus très sérieux parce que dans l'imaginaire commun, maintenant c'est peut-être en train de changer, hein, mais il y a quelques années, une vingtaine d'années, quand on disait qu'on pouvait être astronaute, c'est pas très mature pour ton âge et t'as encore pas trop réfléchi à ce que tu veux faire en fait. Ouais. T'es encore dans le monde des rêves des enfants, c'est bien, mais bon,
ça va pas faire avancer les choses. Donc c'est vrai que je l'avais. Alors, ce qui s'était passé, c'est que j'en parlais un petit peu, et puis personne n'était vraiment capable de me dire comment on devenait astronaute. Moi, on me répondait, ah mais pour être astronaute, tu peux être astrophysicien. Ok, bah je vais faire de l'astrophysique, c'est pas grave. Et du coup, au collège, on sait pas ce que c'est l'astrophysique. Hein. Moi, je savais que j'adorais l'astronomie, mais je savais pas si l'astrophysique et l'astronomie c'était lié. Je savais pas ce que ça demandait. Et effectivement, quand je crois que j'étais en quatrième ou en cinquième, j'ai dit à un professeur de physique, bah moi, je voudrais faire de l'astrophysique plus tard. Et il m'a dit non mais Lucie, c'est vraiment que les gens brillants qui font de l'astrophysique et toi qui es juste normal, ben tu t'y arriveras pas là-dedans. Et bah ça m'a vraiment mis un coup et donc j'ai laissé tomber l'idée de faire de l'astrophysique. Je me suis dit bon c'est vraiment pas pour moi. Et et en parallèle de ça, j'avais bien compris, on m'avait bien fait comprendre que répondre astronaute au début de l'année quand les profs demandent ce qu'on veut faire, c'était pas une bonne idée, que ça me faisait passer pour peut-être pour quelqu'un d'excentrique. Une rigolote. Ouais, voilà, donc j'ai arrêté et je l'ai juste gardé pour moi tout en essayant de glaner un peu des infos, sachant que bah moi, Internet a commencé à voir le jour à vraiment se développer et nous on a eu Internet à la maison quand j'avais 14 ans. Donc avant ça, pour avoir des infos, c'était un peu plus dur. Après, avec Internet, j'ai commencé à avoir des infos un peu plus facilement, mais c'était pas le net qu'on a maintenant où on trouve assez vite et assez facilement tout ce qu'on veut. Donc, au lycée, je suis quand même allée voir une conseillère d'orientation en première. J'étais en première S et je lui ai dit, bah moi, je veux faire de l'astrophysique. Parce que du coup, j'étais revenue, j'avais abandonné et puis j'ai quand même dit, bah on va tenter astrophysique, voilà. Et là, elle m'a répondu quelque chose d'hallucinant. Elle m'a dit, bah pour faire de l'astrophysique, vous pouvez faire soit une école d'ingénieur, soit la fac. Et avec du recul, si je fais une école d'ingénieur, je pourrais pas faire de l'astrophysique, hein, c'est impossible. Et c'est impossible, c'est pas le diplôme qui mène à ça. Et puis la fac, oui, c'est un petit peu vague. Et donc voilà, c'était juste zéro aide nulle part. Et pourtant, moi, je voulais de l'infos et j'arrivais pas à les trouver parce que je voulais pas non plus dire haut et fort, je veux être astronaute. Ouais. Et je me dis, l'astrophysique, c'est peut-être assez près pour que ça soit un tronc commun et qu'après je puisse bifurquer. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça ressemblait un petit peu à une chasse secrète aux infos et j'essayais. Ouais, je le gardais pour moi. C'était quelque chose que je gardais pour moi et que je voulais pas trop divulguer. Et c'était pas. Du coup, c'est vrai que quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire, la réponse ça allait être je sais pas, ou je répondais quelque chose d'autre. Donc par exemple de l'astrophysique ou voilà quelque chose, ou je disais quelque chose dans le spatial. Quelque chose qui du coup était très vague et donc ça donnait l'impression que je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais en fait j'avais une idée très précise derrière. Et du coup tes parents ils réagissaient comment par rapport à ça? Mes parents, c'est vrai disons que on va dire collège, lycée, c'était un peu bon. T'es sûr que c'est toujours ça. Je vais pas dire qu'ils étaient, qui me supportent, qui m'encourageaient pas, au contraire. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, à voir que je changeais toujours pas d'avis, ils se sont dit, mais en fait, elle est sérieuse. Donc, de peut-être une mine étonnée, c'est devenu plus des encouragements. Et là, oui, ils ont commencé à m'aider à chercher les infos aussi. Et je me souviens que c'est eux qui m'ont dit, mais tu sais, la plupart des astronautes, en fait, ils sont pilotes de chasse au début. Ah oui. Et en fait, beaucoup dans le passé, souvent, c'est un parcours classique d'être pilote de chasse ou pilote de ligne pour devenir astronaute. Et du coup, je me suis un petit peu intéressée. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'école de l'air, puisque ça pourrait m'ouvrir la voie.
malheureusement, le jour des épreuves, le jour des épreuves médicales, j'ai découvert que j'avais une légère myopie. J'étais à 0,25 points en dessous de la limite acceptable. Oula. Et donc, ouais, c'est subtil, c'est super subtil. En fait, on peut être, ils acceptaient les candidats jusqu'à une myopie de 0,5 dioptrie, je crois. Et j'étais à 0,75. Voilà. Donc c'était pas possible d'être pilote. Je pouvais entrer à l'école de l'air, mais comme mécanicien ou contrôleur aérien. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être pilote. Donc je dis bah non. Je n'irai pas à l'école de l'air. Je vais faire autre chose. Finalement, tant mieux parce que j'ai fait plein d'autres choses. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une école d'ingénieur généraliste pour ne pas me fermer de porte et pouvoir enchaîner sur du spatial après. Et oui, donc c'est vrai que l'échec de l'école de l'air, ça a été assez dur. Je me dis, mais du coup, comment je peux un jour espérer être peut-être astronaute, parce que si c'est la seule voie, et en fait c'est pas du tout la seule voie, donc là je me suis encore renseignée, etc. Il y a énormément d'astronautes qui sont en fait des scientifiques de tous bords, et et voilà, enfin qui sont, je sais pas, par exemple vulcanologues, qui vont être biologistes ou autres, qui font des recherches en lien avec ces sujets-là, mais dans l'espace. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une voie qui me correspondait plus. Mais du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé des questions en te disant, mais ok, j'ai envie d'être astronaute, mais est-ce que je vais y arriver en tant que femme? Est-ce que c'est possible en tant que femme? Est-ce que tu t'es pas posé plein de questions? Alors, en tant que femme, non, je me suis pas. Enfin, en fait, la question d'être une femme, là, c'est vrai que ça n'était pas. Je me suis pas posé cette question-là. C'était plus est-ce que je vais y arriver dans l'absolu, quoi. Voilà. Mais j'ai pas vu le fait d'être une femme comme un obstacle ou quoi. Par contre, oui, bah, les petites, les petites remarques, etc. Du parcours que j'ai fait, ça, j'ai fait un parcours donc bac scientifique, école d'ingénieur et ensuite master encore d'ingénierie aérospatiale. Puis après, j'ai travaillé dans le spatial. C'est des milieux très masculins. Et donc, on n'est pas forcément pris au sérieux quand on est une femme, et on a des remarques sur le fait qu'on est une femme très régulièrement. Donc en fait, c'est un monde dans lequel tu subis un peu le côté machiste, quoi. Oui, non, mais oui, le monde, puis même maintenant le monde de la recherche, faut pas se voiler la face. Donc tu parlais de ton sujet de thèse. L'idée, c'est de venir apporter des produits frais, donc par exemple des légumes, pendant un vol habité par des astronautes. C'est une vision à long terme. Donc au quotidien, comment tu vis les défis? Est-ce que tu te décourages par moment parce que ça doit parfois manquer de réalisme au quotidien? Alors, oui, alors, ça paraît novateur comme idée, mais en fait, c'est des idées qui circulent, de se nourrir de l'astronaute avec des plantes depuis les années 70. D'accord. 60, même 60. Donc, c'est pas des idées qui sont super neuves, et le projet sur lequel je fais ma thèse, en fait, il a plus de 25 ans. Mais c'est des projets de recherche qui sont, tu l'as dit, donc à très long terme. Moi, oui, j'ai commencé ma thèse il y a 2 ans, mais c'est en fait sur des thématiques, qui ont été développées déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est pas forcément bien connu du grand public, donc c'est vrai que ça surprend parfois. Et je me souviens quand j'étais en master et que je faisais des concours de posters. Donc les posters, c'est des posters en A0 où on met en fait nos résultats de recherche. On va mettre les hypothèses, on va mettre le contexte, on va mettre les résultats qu'on a, et on était très encouragés en fait à faire ça en master pour avoir une expérience sur la communication de sa recherche. Et ils organisaient des compétitions pour les étudiants où donc on est tous avec notre poster, et il y a des jurés qui passent et on leur présente notre sujet. Et moi, ils savaient jamais où me mettre. Ils savaient pas si je devais être en sciences de la vie ou en ingénierie. Parce que c'était un projet interdisciplinaire. À l'époque, je travaillais sur un système d'éclairement pour les plantes.
un système d'éclairement intelligent qui détectait les plantes et n'éclairait que là où les plantes sont et pas à côté pour économiser au maximum l'énergie. Et donc ça avait des applications pour le domaine spatial, notamment si on veut faire pousser des plantes dans l'espace. Et donc je présentais ça, finalement ils m'ont mis en sciences de la vie. Et donc je me suis retrouvée dans une salle avec des gens autour de moi qui avaient des posters très précis sur l'étude du génome de je sais pas quoi, l'étude de la molécule machin qui fait ça dans le corps, et ou qui fait ça dans une plante, voilà. L'étude de telle plante, machin, et moi j'étais là avec mes plantes sur Mars. Et, oui. Et les jurés sont passés, et donc moi je commence à expliquer ce que je faisais et tout. Et là, la juge m'a ri au nez. Elle a explosé de rire. Et enfin, je suis restée bête, hein, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait, non, mais vous voulez vraiment faire pousser des plantes sur Mars, mais enfin, voilà, dans quel monde vis-tu, quoi? C'était un petit peu ça. Wow. Et en fait, elle n'est pas du tout au courant que c'était un sujet de recherche déjà qui était vieux, et puis qui était encore, qui existait encore. Enfin, c'était un exemple, mais en fait, c'est arrivé plusieurs fois que, en fait, dans les concours comme ça, j'ai jamais gagné parce que de toute façon, déjà, ils savaient pas où me placer au départ, donc je me retrouve un peu là-dedans. Ouais. Et après, du coup, en fait, les biologistes trouvaient que c'était pas assez technique en bio. Ouais. Et ce qui était en ingénierie, bah, les ingénieurs allaient dire que c'était pas assez de l'ingénierie, et voilà. Donc, c'était dur à juger, pour eux, et c'était dur de se positionner. Donc, ça peut donner du découragement. Je me souviens de mon prof de l'époque qui m'avait dit Lucie, ne les laisse pas dire que ce que tu fais c'est pas technique et c'est pas pointu. Tu es à la frontière entre deux mondes, entre deux disciplines, et tu les réunis, et ça c'est très dur à faire. Donc ne les laisse jamais te dire que ce que tu fais c'est pas scientifique. Voilà. Et tu réussis, toi tu réussis au fond à garder la motivation. Comment tu le fais? Voilà, ben, ça du coup c'est la question donc sur la motivation. Voilà, j'allais y venir. C'est vrai qu'il y a souvent des moments de découragement. Ouais. C'est vrai que c'est des projets qui sont à très long terme, mais au-delà du gros projet sur lequel je travaille, moi je suis sur ma thèse, et rien qu'une thèse, 3 ans sur un même sujet, c'est quand même quelque chose qui quand on commence, c'est un très long terme. Ça reste du très long terme pour une personne. Et il y a des moments de découragement. Il y a des moments où on se dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Ouais, enfin, c'est pas possible. Je suis jeune, je pourrais juste aller m'amuser, et à la place, je passe mes vendredis soirs à lire des publis et à travailler sur ma thèse. Bon. Il y a des moments comme ça, et ça fait partie du process, il faut les accepter. Dans mon cas, ce qui se passe, c'est que je vais passer quelques jours à être un petit peu ronchon, à voir vraiment tout en noir, et à tout questionner, à tout remettre en question. Ouais. Puis en général, mes projets me rattrapent un petit peu, et donc je me replonge dedans, et là la motivation revient. Ou alors, par exemple, je vais rencontrer quelqu'un du domaine qui est passionnant ou passionnante, et on va parler, et ça va revenir. Ou alors, je vais aller à un congrès spatial, et là, il y a une énergie folle, et là, la motivation revient. Donc, oui, il y a toujours des moments de découragement, mais c'est normal, et heureusement qu'il y en a, parce que sinon, on serait héros. Alors, tu parles de congrès et de personnes spécialistes avec qui tu échanges. Justement, j'allais te demander, en dehors des personnes non initiées, qui connaissent rien du coup, et qui peuvent avoir un regard même décourageant, en revanche, tu dois être bien entouré, tu dois avoir aussi des personnes dans ton milieu pour lesquelles ce que tu fais contribue énormément. C'est sûr que le milieu dans lequel je travaille, c'est un peu une niche. Il n'y a pas énormément de personnes en Europe qui travaillent sur le sujet, et donc on se connaît tous, au moins de nom. Par eux, je sais que ce que je fais compte un petit peu. Ouais. Pour les non-initiés, ce que je fais, c'est de la science-fiction. Ouais. Mais après, moi, ce que je fais au quotidien, ça a des applications concrètes. Et c'est vrai, voilà, d'aller dans des congrès, de parler à d'autres chercheurs, ça montre que ce que je fais, ça peut avoir des applications concrètes, et eux, ça les intéresse. Enfin, voilà, le modèle que je développe, il intéresse d'autres groupes de recherche qui voudraient bien que j'utilise leurs données. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toute une dynamique comme ça qui change beaucoup la vie. Alors du coup, toi, tu as participé à plusieurs missions de simulation de la vie sur Mars. L'idée étant d'envoyer un jour des hommes sur cette planète. Est-ce que tu as envie de faire partie de ces personnes qui auront le privilège d'aller sur Mars un jour? Avec plaisir. Moi, si on me dit d'y aller demain, je saute. Wow. Je saute fusée, hein. Enfin, oui.
Oui, non, c'est sur Mars ou ailleurs, ailleurs dans le système solaire ou en orbite terrestre, il y a pas de problème. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Alors, du coup, ça m'amène une autre question qui est, tu sais, dans la vie de tous les jours, on a énormément de gens qui ont besoin de sécurité pour être bien dans leur vie. Et d'ailleurs, la peur de l'inconnu est quelque chose qui, finalement, les pousse et les attache à cette sécurité. Alors, toi qui veux partir dans un vol comme ça, sur une autre planète, quel rapport entretiens-tu, toi, avec la peur et même aussi la peur de l'inconnu? Moi, en général, j'ai pas trop peur sur les choses qui me concernent. Ouais, C'est pas quand je fais de l'escalade, je vais avoir peur de tomber, par exemple. Bon, ouais. voilà. Même si je suis attachée, ça c'est voilà, c'est une des peurs irrationnelles que j'arrive toujours pas à maîtriser. Je suis attachée, j'ai peur de tomber. Mais en fait, la peur que je vais ressentir, moi, c'est plus sur des choses que je ne contrôle pas. Donc, par exemple, la perte d'être cher. Ça, c'est quelque chose qui va me faire peur. Parce que je sais que quoi que je fasse, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'emprise. Donc moi, c'est plus ce genre de choses-là qui me font peur. Les choses que je maîtrise, ça m'effraie pas. Et du coup, l'inconnu, je le maîtrise pas, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur non plus. Enfin, moi, je le vois comme quelque chose qui est là pour être découvert, pour être exploré, et du coup, c'est quelque chose qui m'attire. Moi, j'aime bien déménager dans un nouvel endroit et connaître personne et pas connaître la ville. Et Ouais. aller dans la ville et rencontrer des nouvelles personnes. Le conseil que je pourrais donner, parce que, en fait, ce qui nous fait peur dans l'inconnu, c'est plus le changement. Parce que Ouais. l'inconnu, c'est souvent synonyme d'un changement. C'est qu'on passe de quelque chose qu'on connaît très bien à quelque chose qu'on connaît pas du tout. Ce qui fait peur, c'est qu'on sait très bien ce qu'on laisse derrière soi et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver. Donc je pense que pour vaincre un peu cette peur de l'inconnu, il faut déjà se faire confiance Mm. et croire en soi, parce que ce qui nous fait peur dans cet inconnu, en fait, c'est pas l'inconnu en soi, c'est notre réaction Tout à face à fait. cet inconnu. Mm. Mm. Et si on accepte le fait que ça va être dur au début et qu'on accueille cette nouveauté et qu'on ose sortir de sa zone de confort et qu'on ne rejette pas la nouveauté et qu'on accepte même de changer un petit peu sa façon de vivre et son confort Mm. et qu'on reste ouvert d'esprit, bah là, il y a plus de problème pour l'inconnu. Mm. Ça passera tout seul. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu as beaucoup déménagé dans ta vie? Ouais, je sais plus combien de fois, mais là, le dernier compte, en fait, j'avais fait un compte depuis 2007, parce que j'ai déménagé quand enfant aussi, mais depuis 2007, parce que c'est l'année où je suis partie chez mes parents, entre 2007 et 2014, parce que là, depuis début 2015, je suis stable, j'avais déménagé, je crois, plus de 8 fois, enfin voilà, c'était... Ah Et oui, donc du entre coup, 2007 et 2014, c'est passé 7 ans, donc tu as déménagé quasiment tous les ans. oui, voilà, non, oui, c'était quasiment tous les ans, et Mm. parfois 3 mois à cet endroit, 3 mois à cet endroit. Donc voilà, c'était ouais, assez contraignant, mais oui, j'ai beaucoup déménagé. Mm. Alors on sent un esprit conquérant. Est-ce que tu sens parfois un décalage avec les gens de ton âge, avec ton environnement? Alors un décalage, je dirais pas ça. Je sens pas vraiment de décalage. Le seul que je vais sentir un petit peu, et c'est ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est au niveau de la stabilité de leur vie en général et de leur vie de famille, parce que pour l'instant c'est pas mon choix de vie. Ouais. Euh, donc c'est pas très stable de mon côté, mais je vis bien parce que c'est moi qui le choisis. Donc c'est pas une instabilité qui est subie. Oui. Je Mm. choisis de vivre comme ça, donc moi je le vis bien. Donc oui, il y a un décalage avec les gens de mon âge, parce que la plupart des gens autour de moi sont en train d'avoir leur premier bébé, soit en train de se marier. Et moi j'en suis pas encore là, Mm. donc oui, il y a un décalage, mais ça me pose pas de problème. Mm, tu le vis bien. Mm. Très bien. Ouais. Et du coup, pour revenir un petit peu sur ta mission de simulation de vie sur Mars, est-ce que tu as rencontré des défis durant cette expérience que tu voulais vivre? Quels ont été les défis pour toi? Alors les défis, hmm. Ou les difficultés peut-être les, aussi ou...
Les 4 mois sont très bien passés. En fait, je m'étais préparée à quelque chose d'assez dur. Et finalement, j'ai été agréablement surprise parce que ça s'est extrêmement bien passé. Je me suis très bien entendue avec mes coéquipiers, mes coéquipières. Et c'est passé très vite parce qu'on était occupés tout le temps. Maintenant, au niveau des choses qui ont été un peu plus dures à gérer, c'est la notion du temps qui s'est estompée parce que on est dans le même environnement avec les mêmes personnes tous les jours. Donc moi j'avais du mal à la fin à savoir si un événement s'était produit 2 jours avant, 2 semaines avant ou le mois d'avant. Et ça pour moi c'était un défi parce que en fait dans ma vie de tous les jours j'ai d'assez bons repères spatio-temporels on va dire et donc je sais en général quand se sont passées les choses. Ah oui, oui, d'accord, ouais, je comprends. Parce que là-bas, rien ne changeait en fait Ouais. Oui, on pouvait pas se dire ah mais oui c'était mercredi parce que je suis allée boire un café avec un tel à tel endroit. Bah non, c'était mercredi ou c'était jeudi ou c'était vendredi. De toute façon, on était avec les mêmes personnes au même endroit, donc ça aurait pu être n'importe quel jour. Et moi, voilà, ça me posait. J'avais du mal à me rappeler de la chronologie des choses. Alors je me souvenais des événements, mais j'arrivais pas à les resituer dans le temps. Et c'était très gênant parce que parfois c'était des choses qui étaient arrivées la veille. Et pour moi, ça a été un des plus gros changements. Parce que voilà, du coup, ça changeait vraiment ma perception du temps, ma perception des choses. Et c'est ça ça m'a un petit peu gênée. Bon, après, ça n'a pas été une entrave à quoi que ce soit, mais voilà, c'est une des choses qui m'a gênée. Après, en termes de petits défis, il y a le défi de vivre et travailler ensemble. Parce que il y avait plusieurs choses. On habitait à l'endroit où on travaillait à l'endroit où on habitait, donc on avait tendance, vu nos personnalités, à travailler tout le temps. Et donc il fallait qu'on se mette des stops et dire bon, ok, samedi soir on fait une soirée tous ensemble. Ouais. On va regarder un film, on va faire un jeu de société ensemble. Voilà, vous ne travaillez pas samedi soir. Et après, la difficulté, c'était de travailler ensemble parce que donc on avait des tâches qui nous étaient assignées et il fallait qu'on travaille sur des projets. Et là, ça allait être par exemple de la collecte d'échantillons à l'extérieur, analyser des cartes en fonction de nos relevés, voilà, des choses comme ça. Et on avait tous des formations différentes, donc tous des méthodes et des méthodologies différentes. Et ça pouvait poser des problèmes et il y avait des gens qui voulaient imposer leur manière de penser et leur manière de faire. Et d'autres qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et c'était intéressant justement de voir des gens qui en fait disaient la même chose mais pas dans le même langage, qui s'opposaient et d'être un peu au milieu en train d'essayer de faire le médiateur. Donc ça c'était aussi un peu un défi. Et la question que je me posais c'est ils font quoi tes parents? Alors mon papa il travaille dans une société qui recycle les pièces automobiles. D'accord. Qui s'appelle Indra. Et ma maman, elle a sa société, sa propre entreprise de ménage, accueil de clients dans une station de ski qui s'appelle La Grappe. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as déjà rencontré des astronautes qui ont déjà vécu une expérience de vol habité? On dit ça comme ça? Ouais. On fait un vol dans l'espace? Ben oui, bien sûr, comme ça, un vol dans l'espace. Est-ce que tu en as déjà rencontré? Oui, j'en ai rencontré. Et qu'est-ce qui te raconte et qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait? C'est toujours super enrichissant parce que chacun a ses anecdotes. Et en même temps, c'est aussi très encourageant parce que tous les astronautes que j'ai rencontrés à qui j'ai dit que je voulais être astronaute, ils m'ont répondu vas-y. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup Lucie. On va rester sur cette très belle impulsion pour chacun d'entre nous qui avons des projets, des rêves aussi atypiques qu'ils puissent être. L'idée c'est allons-y, faisons-le, just do it. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup Lucie d'avoir été là pour raconter ton histoire, raconter ton parcours et ben, on te souhaite vraiment d'être une superbe astronaute à l'avenir. Mais merci de m'avoir reçu pour cette interview, c'était très intéressant et ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi et avec tout le monde.
Merci à toi, merci au public qui est présent parmi nous, qui a participé à cette entrevue. Bonne fin de journée à tous et puis on se retrouve sur womanontour.com pour plus d'articles et de vidéos inspirantes. À très bientôt. Ciao ciao. Au revoir.